Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien mon petit YouTube. Je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle et kiné du sport depuis maintenant 13 ans. J'ai vu passer cette vidéo de Georges Saint-Pierre et si tu n'es pas habitué à ma chaîne YouTube, je t'explique très simplement, on va regarder ça ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste de te dire c'est bien ou c'est pas bien. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va comprendre ensemble que derrière cette vidéo se cache beaucoup plus que des informations pour savoir ce que tu dois faire sur une douleur de genou. Je te propose donc de la regarder et après je vais te donner mon avis. Comme d'habitude, les commentaires sont entièrement ouverts et je fais appel à votre bienveillance dans vos réponses. Allez go, c'est parti. Voici un petit truc pour tous ceux qui souffrent de bursite et d'inflammation dans le genou. Premièrement, vous allez vous faire couler un bon bain chaud. Vous allez tremper votre genou quelques minutes afin de relaxer les muscles alentour du genou. Vous allez utiliser ensuite un savon comme lubrifiant que vous allez frotter autour du genou. Vous allez prendre un couteau à beurre et une serviette que vous allez poser sur la lame du couteau. Vous allez utiliser le manche du couteau et non la lame pour frotter et enlever les adhérences. Je peux frotter comme ça au-dessus de la rotule, aller aussi de l'autre côté en bas de la rotule et je peux utiliser cette technique un peu comme un marteau si on veut. Je pousse vers le bas avec ma main et j'utilise l'autre main comme guidage. Et je frotte tout autour de la rotule. S'il y a des endroits que j'ai besoin de passer plus de temps, il n'y a pas de problème. Je passe le temps qu'il faut pour enlever toutes les adhérences jusqu'à temps que je sente un soulagement. Je peux aller aussi en dessous du genou. J'utilise la même technique, sauf que je vais vers le haut et je guide avec mon autre main pour la pression. Je vous conseille de faire ça pour ceux qui sont blessés avant d'aller vous coucher. Et comme ça, après, vous êtes tranquille, vous ne marchez plus sur votre jambe et puis vous avez le temps de récupérer. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, ce qu'il dit Georges Saint-Pierre. C'est plutôt de prendre cet exemple pour en tirer des conclusions plus larges, à la fois sur la communication sur la santé, à savoir sur les douleurs de genoux, et surtout de manière plus générale, quel est l'impact de notre culture quand on nous parle de santé. Tout d'abord, qui est Georges Saint-Pierre? Alors vous le savez, moi je suis pratiquant de jiu-jitsu brésilien et je suis un grand fan de MMA. Et s'il devait y avoir un GOAT, s'il devait y avoir un des meilleurs performeurs dans le MMA, à titre personnel, je pense qu'il s'agit de Georges Saint-Pierre. Donc c'est très difficile pour moi de faire cette vidéo parce que je suis un grand fan du combattant. Si vous ne connaissez pas le MMA, bougez pas 2 secondes, il y a La Sueur qui vient de publier cette Bible. D'ailleurs, si on regarde le numéro 1 au classement des plus grands combattants de MMA, d'après La Sueur, et je m'y rejoins, c'est Georges Saint-Pierre. Si vous ne connaissez pas le MMA, Georges Saint-Pierre était à la fois très apprécié pour son style de combat, mais surtout pour sa personnalité, extrêmement respectueuse de son sport et d'un travail acharné. Georges Saint-Pierre, c'est littéralement l'équivalent pour d'autres sports d'un mec probablement comme Zinedine Zidane, comme LeBron James ou comme Kobe Bryant. Ouais, en gros, un mec qui force le respect tout du long de sa carrière. Donc forcément, quand Georges Saint-Pierre vous donne un conseil pour une douleur de genou, ça donne envie de l'écouter. Mais doit-on l'écouter? La deuxième question qu'on doit se poser, et beaucoup qui auront juste vu le titre de ma vidéo auront déjà réagi avant même d'écouter ce que j'ai à dire. Qui suis-je pour l'analyser? Et donc, à partir de là, c'est ce qui va être intéressant dans tout le reste de la vidéo. C'est qu'on va essayer de comparer ce que Georges Saint-Pierre nous propose, un des plus grands athlètes dans son domaine qui s'exprime sur une thématique de santé, et de l'autre côté, un kinésithérapeute, vulgarisateur scientifique, qui n'a clairement pas ni les compétences techniques du combattant, ni les connaissances du terrain du combattant, mais qui s'y connaît plutôt bien en articulation. Et donc, gardez en tête que tout au long de la vidéo, ce sont ces deux avis qu'on va essayer de comparer. Sachant que forcément, vu que c'est moi qui prends la parole, vous allez plutôt entendre celui-là. Mais comme j'ai beaucoup de respect pour Georges Saint-Pierre, je vais essayer autant que faire se peut de mettre en avant les deux pour que tout simplement, on ne mette plus en avant les personnes qui donnent les conseils, mais les conseils qu'il y a derrière les personnes. Donc voyons un peu de ces deux côtés de quoi il s'agit. Donc maintenant que vous l'avez vu en entière, ce que nous allons faire ensemble, c'est la décortiquer, la regarder point par point. Je précise, une fois de plus, mon but n'est absolument pas, et ça ne fait pas partie de mes valeurs, de m'attaquer à Georges Saint-Pierre. La première chose qu'on peut faire, c'est juste au moment où il prend la parole. Moi, personnellement, en tant que fan de Georges Saint-Pierre, je suis impressionné par sa carrure. En fait, il a arrêté sa carrière maintenant il y a 3 ou 4 ans. Il y a encore, si je dis pas de conneries, des suspicions sur le fait qu'il revienne pour d'autres combats. Mais c'est le fait qu'il soit hyper taillé,
hyper gaulé dans sa salle de bain. Il m'accueille chez lui, je me sens privilégié de voir cette vidéo et clairement un petit secret de récupération accessible pour tout le monde. Là, vraiment, quand je vois ça, pour moi, je le perçois comme une masterclass. Il y a un très gros argument d'autorité qui me dit, ok, Georges St-Pierre, c'est le meilleur. Il va me donner son petit secret pour une douleur de genou. Clairement, l'information qu'il va me donner, en plus, il me dit qu'elle est accessible pour tout le monde. J'ai vraiment envie d'y croire. La deuxième chose, c'est qu'il s'adresse en français. Alors, il est canadien, tous les Canadiens ne parlent pas français, mais là, il s'adresse en français. J'ai vraiment l'impression que, voilà, moi, je rentre dans sa salle de bain et qu'il me dit, tiens, Greg, je vais te donner mon conseil. Là, directement, il va dire, pour tous ceux qui souffrent de bursite et d'inflammation dans le genou. Pour tous ceux qui souffrent de bursite et d'inflammation dans le genou. Je vais être très franc avec vous, la bursite, à ce jour, je ne sais pas la traiter. Alors, je mets entre parenthèses mes arguments à moi. Quand je dis que je ne sais pas traiter une douleur, c'est pas que je ne sais pas. C'est que je n'ai aucune donnée issue de ma pratique ou de la littérature scientifique qui soit suffisamment probante pour apporter une vraie solution qui conviendrait à tous. Pour faire très simple, l'idée reçue qui serait que on a des bourses séreuses qui sont des espèces de petits coussins qu'on pourrait dire graisseux, c'est pas exactement de la graisse à l'intérieur, mais qui servent d'amortisseurs sur des surfaces tendineuses et des surfaces osseuses. On en a dans beaucoup d'articulations. Bursites, donc ce sont des bourses séreuses, parfois elles peuvent s'inflammer. Donc quand on parle d'inflammation d'une bourse, on parle de bursite, et ça se voit en analyse de sang, et ça se voit à l'échographie, à l'IRM, en analyse de sang par des marqueurs inflammatoires, et à l'IRM et à l'échographie où elles ont gonflé. Ok, première chose, ça c'est sur la bursite, sur ce que c'est. Globalement, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui déclenche une bursite? On ne sait pas bien. Est-ce que ça peut être des coups, comme dans le cadre du MMA? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'alimentation? Ou est-ce que c'est juste un facteur génétique? Au bout d'un moment, ça doit péter parce que ça allait péter. Honnêtement, on ne sait pas bien. Pendant longtemps, on pensait que la bursite était un phénomène inflammatoire et donc on proposait les stratégies anti-inflammatoires. À savoir, pour faire très simple, une pathologie inflammatoire, c'est quand vous avez un tissu qui gonfle trop, qui prend trop de place. En gonflant trop, il va venir comprimer d'autres tissus. La compression d'autres tissus, en l'occurrence les tendons, les muscles et ainsi de suite, c'est littéralement comme si je vous demandais de rester poumon à vide pendant longtemps. Qu'est-ce que vous allez ressentir avant de vous évanouir? De la douleur, parce que tout simplement la compression crée une ischémie, un déficit d'apport vasculaire, d'apport sanguin dans les tissus autour, et crée une douleur, parce que le corps dit hey, on n'a pas assez de sang. Si on n'a pas assez de sang, on va pas pouvoir s'adapter, on va pas pouvoir cicatriser, envoie-nous du sang. Du coup, fais quelque chose, Michel, bouge peut-être pour pouvoir nous apporter du sang. Et donc ce qu'on voulait quand on avait une inflammation, c'était réduire l'inflammation en mettant, par exemple, du froid, en mettant du massage, en ayant une alimentation anti-inflammatoire ou en prenant des médicaments anti-inflammatoires. Tout simplement pour réduire cette inflammation locale. Pour la bursite, il semblerait que les médicaments anti-inflammatoires en cachet ne marchent pas vraiment sur l'inflammation locale, mais plutôt sur la diminution de la douleur. Par contre, ce qui fonctionnerait pour la bursite, c'est les infiltrations d'anti-inflammatoires, de corticoïdes, localement. Et c'est là où je vous dis, je ne sais pas, c'est que si on a un peu de bibliographie, je vous la mets juste là, sur les bursites d'épaule, où il semblerait que, entre est-ce qu'il faut faire de l'infiltration, est-ce qu'il faut faire de la kiné, encore une fois, on ne sait pas trop. Il semblerait que les infiltrations soient plus efficaces pour diminuer la douleur, mais augmentent le risque de récidive. Là où la kinésithérapie soit moins efficace sur la douleur, mais diminue le risque de récidive. Ça, je vous parle pour l'épaule. Pour le genou, on n'a pas grand-chose, malheureusement. Une fois de plus, aussi, les traumatismes et les douleurs type bursite, il semblerait que ce soit pas seulement lié à des frottements, mais plutôt à des échanges chimiques, si je dis pas trop de conneries, notamment de molécules de calcium qui deviendraient extrêmement douloureuses par des phénomènes, je sais plus si ce sont des phénomènes mécaniques ou si ce sont des phénomènes chimiques, mais bref, ça crée une douleur extrêmement importante localement. Et là-dedans, la plupart du temps, les facteurs seraient plutôt idiopathique, on ne sait pas d'où ça vient, ça pète comme ça. Donc pas tellement en lien, ni avec la course, ni avec la pratique de sport. Donc vous voyez, juste sur le mot bursite, on sait pas trop. Mais il nous met un autre mot juste derrière, des petites inflammations.
Ok. Alors à ce moment-là, on n'est plus tellement sur le tableau de la bursite, on peut être juste dans le cadre une fois de plus, je me projette, peut-être que c'est pas ça qu'il voulait évoquer, mais sur du contexte sportif, de traumatisme sportif. Si c'est au niveau des genoux, dans le MMA, ça va être sur des low kicks directs, donc des tibias sur des genoux, ou peut-être parfois, si jamais c'est sur du grappling ou du jiu-jitsu, sur des clés de genoux, donc avec des genoux qui se tordent, ou parfois tout simplement des faux appuis. Donc là, à ce moment-là, les lésions seraient plutôt de l'ordre de l'hématome, de l'entorse bénigne ou de la lésion au niveau du genou. Assez peu de bursite et plus des éléments articulaires. Donc, juste sur cette première phrase, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, ok, gros argument d'autorité de la part de Georges St-Pierre, mais finalement sur le contenu santé, il met deux mots qui sont peu probables dans le cadre du MMA, sur des données médicales où on sait pas trop dans le cadre de la bursite, et si c'est un hématome, on sait le traiter, si c'est une entorse, on sait la traiter, si c'est une lésion des ménisques, on sait la traiter, et sur, de mon côté, des données médicales qui sont finalement super larges, super denses, et clairement, ça serait faux de dire une petite astuce qu'on peut donner à tout le monde. Puisque si vous pouvez la donner à tout le monde, c'est principalement parce que vous pouvez la donner à personne. Mais attendez. Premièrement, vous allez vous faire couler un bon bain chaud. Vous allez tremper votre genou quelques minutes afin de relaxer les muscles alentour du genou. Le conseil du bon bain chaud pour relâcher les muscles. Alors, c'est assez rigolo, puisque si on m'avait posé la question il y a 5 ans, j'aurais dit c'est un mauvais conseil. Aujourd'hui, je vais dire c'est un bon conseil, relativement neutre, mais plutôt bon. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bursite, c'est probablement pas ça. Les petites inflammations, ça peut être ça. Mais tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous avais dit sur une inflammation, c'est quand les tissus sont gonflés et que le but du traitement anti-inflammatoire, c'est de diminuer ces tissus gonflés tout simplement pour favoriser la cicatrisation. Et du coup, pendant longtemps, on disait sur un coup, sur un hématome, il faut mettre du froid. Sauf qu'en fait, c'est un poil plus complexe que ça. Je vous montre. Je regarde dans mon bouquin au chapitre des hématomes. Dans ce chapitre-là, vous venez de vous blesser. J'ai mis les traitements et les solutions pour les fractures, pour les entorses, pour les lésions musculaires. Et dedans, il y a l'hématome. Voilà. Ça, c'est un tissu normal. Les muscles, les artères, les veines. Ça, c'est un tissu avec un hématome. L'hématome comprime les tissus qui sont déjà présents et peuvent créer de la douleur. Et bien, vous savez quoi? Cet hématome, il contient à la fois les nutriments et les cellules qui permettent la cicatrisation. Donc, si un hématome fait mal parce qu'il comprime les tissus tout autour, en fait, il est nécessaire à la cicatrisation. Imaginez qu'en fait, l'hématome, c'est le lieu de votre chantier. Vous avez eu une lésion, les ouvriers viennent enlever les petits débris et rajouter du nouveau tissu. Seulement tout ça, ça se fait dans un espace clos, dans une articulation. Et donc parfois, ça peut créer de la douleur. Et du coup, c'est pour ça que sur un hématome, si vous mettez que du froid, vous empêchez une inflammation locale de se faire, et l'inflammation locale n'est qu'une étape de la cicatrisation. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur un hématome, on propose d'alterner du froid et du chaud, puisque le froid va permettre temporairement de diminuer le gonflement des tissus et le chaud va permettre de favoriser les échanges sanguins. C'est aussi pour ça, vous pourrez le voir dans cette vidéo, que sur les tendinites et de manière générale sur les lésions musculaire, myo-aponévrotique, on va conseiller de garder une activité cardiovasculaire. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous avez une lésion des ischio-jambiers ou un hématome à la cheville ou une entorse de cheville et que vous arrivez à faire marcher votre pompe cardiaque sans recréer de douleur, vous allez tout simplement favoriser les échanges sanguins et donc favoriser la cicatrisation à distance. Donc ce que nous propose Georges St-Pierre, ça paraît faux, mais c'est plutôt vrai. Et attention, je modifie un tout petit peu ou je contextualise, je modère un peu mes propos, ça dépend des individus. Certains d'entre vous vont préférer le chaud, certains d'entre vous vont préférer le froid, certains d'entre vous vont détester l'un et l'autre, et d'autres vont aimer les deux. À titre personnel, j'aime les deux. Cool, je suis bitemporal. Sur ça, son avis est plutôt de bons conseils. Vous allez utiliser ensuite un savon comme lubrifiant que vous allez frotter autour du genou. Pas de commentaire là-dessus, le savon est utilisé uniquement comme lubrifiant, c'est plutôt juste, il aurait pu mettre de l'huile d'olive, un vrai lubrifiant, ça marche très bien. C'est plutôt pour permettre le glissement du couteau qu'il va utiliser derrière. Vous allez prendre un couteau à beurre et une serviette que vous allez poser sur la lame du couteau. Vous allez utiliser le manche du couteau et non la lame pour frotter. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est tout bête. Mais le fait qu'ils disent on va utiliser un couteau et on va prendre une serviette, c'est tout simplement pourquoi?
pour ne pas se blesser la main. Et là, on reconnaît vraiment Georges St-Pierre là-dessus. C'est-à-dire qu'on a beau avoir quelqu'un qui va nous donner un conseil dans lequel lui y croit, et j'y reviendrai juste après parce que c'est hyper important, mais pour autant, il fait gaffe que vous ne vous blessiez pas au cours de la mise en place de ce conseil. Donc là, ce qu'il propose, ce sont des techniques dites de scrapping. Hyper intéressant. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une structure. Alors pas ça c'est trop mou. La petite FX92, tu la connais celle-là? On va venir sur un tissu et on va venir tout simplement masser. Il propose donc de faire ça pour lever les adhérences et après il montre d'autres techniques d'automassage. Vous avez déjà vu le début de la vidéo, mais on va revenir sur ce point-là spécifique parce qu'il est hyper intéressant. Alors, ma première réponse est je n'en sais rien. Je ne sais pas si ça fonctionne. Quand je vous dis je ne sais pas si ça fonctionne, vous allez voir que là aussi, ça dépend beaucoup du contexte. Et dans mon je ne sais pas, c'est un je ne sais pas scientifique. Je vous explique. Est-ce que on lève les adhérences? On ne sait pas. En fait, il n'y a aucun examen qui me permet de savoir déjà s'il y avait des adhérences dès le départ. C'est-à-dire que la théorie qui explique Georges St-Pierre, c'est une théorie à laquelle j'ai beaucoup cru pendant longtemps. Et vous allez voir encore une fois plus tard dans la vidéo qu'elle soulève beaucoup d'autres sujets que celui de la santé. Une adhérence, ce serait quoi? Vous avez déjà vu une cicatrice au niveau de votre peau. Le corps, quand il subit une lésion, il va cicatriser non plus tout à fait à l'identique. Il va y avoir des fibroblastes, je crois que ça s'appelle comme ça, donc qui sont des cellules de la peau. On a les mêmes dans le tissu conjonctif. Donc le tissu conjonctif, c'est ce qu'il y a dans les tendons, dans les ligaments, dans les fascias. Et quand ça va cicatriser moins joli et plus dur et moins mobile. Donc au lieu d'avoir des tissus qui étaient comme ça, vous les coupez et quand ça cicatrise, c'est un peu dense et c'est un peu tassé. C'est pour ça que vous avez déjà vu des gens avec des cicatrices qui sont un peu enfoncées, qui bougent moins. Vous l'avez vu avec Julie qui avait été brûlée au 3e degré, ou parfois ça peut créer des brides, ou tout simplement l'urgence du corps humain à ce moment-là, c'est de cicatriser. Comme je vous dis, la cicatrisation se fait de manière parfois trop rapide, parfois anarchique, parfois pas très bien, et peut créer des adhérences. C'est des adhérences, jusque-là, si on est capable de les constater sur des grosses cicatrices. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de Julie parce qu'il est très parlant et il est visuel parce qu'il est externe. Certaines adhérences peuvent se faire en interne, c'est-à-dire que c'est plus sur les premières couches de la peau, mais ça va être sur les couches profondes, soit des tendons, soit des muscles, soit même parfois des fascias. Et ça, en fait, à moins d'ouvrir le corps et de regarder, on ne sait pas. Ok, première information sur ce que seraient des adhérences. La deuxième chose, c'est que si on a des adhérences, est-ce que des techniques de scrapping avec un couteau, une calculette, honnêtement sur le coup, il y a beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent avec différents types de structures. Moi-même, je vous en avais parlé, là elle est au cabinet, mais j'avais acheté un truc à 700 balles. La littérature vaut rien, on y reviendra juste après parce que c'est là tout l'enjeu du débat. Bref, il semblerait que peu importe la structure à laquelle tu frottes, quand tu fais ça, que ce soit une calculette, que ce soit une médaille, quand tu stimules de manière mécanique, tu connais ce bruit? Moi aussi. Un tissu, la réaction systématique de ce tissu va être une diminution de la sensibilité au niveau du système nerveux central. Donc pour faire très simple, j'ai par exemple une sensation d'adhérence au niveau de mon coude. Je vais venir masser, je vais venir étirer, je vais venir scraper. Bref, n'importe quel stimuli extérieur va me faire gagner en mobilité. La seule réponse qu'on n'a pas, c'est est-ce que ce sont vraiment les adhérences qu'on fait sauter? Est-ce que c'est le système nerveux central qu'on a inhibé? Est-ce que c'est les ligaments qu'on a mobilisés? En fait, c'est très difficile à dire. Parce que la plupart du temps, quand vous arrêtez le stimuli, le lendemain, vous revenez et vous avez quasiment la même chose. Alors, une fois de plus, on va mettre deux contextes complètement différents. Un contexte post-opératoire, post-chirurgical, en gros, vraie adhérence, et post-hématome, bien-être, sensation d'adhérence. Alors, si, oui, il y a un bénéfice à travailler sur les amplitudes et la répétition dans le mouvement sur des post-opératoires, la réalité est plus complexe quand il n'y a pas de vraie restriction de mobilité et qu'on n'est plus sur la sensation de perte de mobilité. Est-ce que c'est vraiment le tissu qu'on bouge? Est-ce que c'est le cerveau qu'on désinhibe? Est-ce que c'est un peu des deux? Probablement tout ça à la fois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis, j'en sais rien. Et maintenant c'est ça la partie la plus intéressante. C'est que en fonction du continent sur lequel nous habitons, on n'a pas du tout la même sensibilité à ce type de technique. En fait, en réalité, ce qu'ils nous proposent, les techniques de scrapping, ce sont des techniques qu'on voit énormément chez les préparateurs physiques et chez les physios anglo-saxons, américains
et canadien. Et il y a eu une énorme popularité de ce type de technique, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est souvent ce que je critique un peu dans mes vidéos, où on voit beaucoup de sportifs de très haut niveau avoir des techniques extérieures. Alors ça va des ventouses, aux techniques de scrapping, aux techniques de marteau, qui sont principalement des techniques extérieures qui vont donner une information au tissu conjonctif, qui va immédiatement avoir une action de bien-être. Et là, pour le coup, la littérature scientifique est formelle. 1, très individu dépendant, donc ça dépend des individus, et de 2, uniquement sur du court terme. Ces techniques-là, pourquoi est-ce qu'on les voit beaucoup aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons? Pour la bonne et simple raison qu'ils ont une philosophie du sport et de la performance qui est ancrée dans leur société. C'est-à-dire que pour eux, ils envisagent vraiment leur corps comme un outil. C'est pour ça qu'il y a des étudiants qui arrivent à avoir des bourses. C'est pour ça que les stars dans tous les sports aux États-Unis, quel que soit le sport, sont des très grandes stars qui vont vraiment gagner énormément leur vie grâce à ça. Ça pousse forcément les professionnels de la santé et du sport outre-Atlantique à se dépasser dans leur technique, tout simplement pour suivre ce qui se fait au niveau du très haut niveau. Maintenant, la réalité, et pour avoir travaillé avec des grands sportifs, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est le côté individu dépendant. Que vous jouiez au plus bas niveau de foot et que vous avez besoin de votre slip porte-bonheur pour vous sentir bien dans votre tête et faire des bonnes perfs, ou que vous soyez le plus grand joueur de la NBA et que vous avez décidé pour X raisons, pour des raisons conscientes et ou inconscientes, que cette technique était bonne pour votre corps parce qu'elle vous apportait un bon soulagement et qu'avec ce bon soulagement vous fassiez des bonnes perfs, et bien vous allez engrammer dans votre cerveau ce rituel comme étant le rituel qui vous fait du bien et qui fait que vous arrivez à performer et que c'est grâce à ça que vous gagnerez les matchs. Plus on monte dans les responsabilités sportives, plus on peut être soumis à de la superstition, à un besoin rapide d'efficacité et ainsi de suite. C'est pour ça qu'à titre personnel, je ne travaille plus beaucoup avec des sportifs de haut niveau, puisque ce sont des gens qui ont des besoins qui sont très importants, qui ont un besoin très rapide de réponse et qui parfois ne collent pas tout à fait à la littérature scientifique. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que parce que ça ne colle pas à la littérature scientifique, c'est faux ? Et bien en fait, là aussi, on n'en sait rien. En fait, comment est-ce qu'on fait pour collecter des informations dans la littérature scientifique? On fait à partir d'un échantillon de patients. Alors déjà que LeBron James, il est difficile à avoir pour l'inclure dans une étude scientifique, mais pour pouvoir appliquer un protocole scientifique, il nous faudrait 40 LeBron James. Et pour savoir, sur les 40 LeBron James à qui on a fait du scrapping du droit fémoral avant de jouer sa finale contre les Knicks, à combien on a réussi à augmenter leur performance en saut, en sprint et en vitesse et leur niveau de VO2 max, c'est juste impossible en fait. Et donc, j'en arrive à peu près à ma conclusion. Je sais que c'est long, mais si vous êtes encore là, je pense que ça vous intéresse. En fait, le sportif de haut niveau est son propre expert de lui-même. Que quelque part, il n'a pas besoin d'avoir des bons mots pour expliquer ce qui se fait sur lui-même. Et probablement que Georges St-Pierre, des coups dans le genou, il en a pris beaucoup plus que vous et moi réunis, même si vous êtes 1 million à regarder cette chaîne. Et qu'en fait, de lui-même, il a trouvé ces techniques de scrapping, probablement qui lui ont été apprises par un physio ou un préparateur physique à un moment donné où pour lui, ça l'a soulagé. Et ça l'a tellement soulagé qu'il a considéré que cette technique est bonne pour lui. Est-ce qu'elle est bonne pour tout le monde? Elle n'est pas mauvaise, probablement pas pour les raisons qu'il évoque, mais en même temps, moi je suis juste content de voir Georges St-Pierre avoir les mêmes douleurs que moi. J'ai besoin d'un Georges St-Pierre qui me dit « Hey, moi aussi je suis en slip dans ma baignoire et moi aussi j'ai mal au genou. Et toi aussi t'as mal au genou. Eh ben essaye ça. » Et même si ça marche pas, je serais content d'avoir partagé ce moment-là avec une de mes idoles. Et je crois que ça vaut parfois beaucoup plus qu'un conseil de kiné qui dit « non, on n'a pas de fibrose dans le genou à la suite d'une bursite, ça sert à rien ce qu'il dit. » Parfois, on a besoin de gens pour nous inspirer, même si leurs conseils sont pas dingues. Et que, en vrai, de vrai, de ce qu'il propose là dans sa vidéo, le plus important qu'il vous ait dit, c'est de mettre la serviette autour de la lame pour pas vous ouvrir la main. Parce que là, pour le coup, si vous vous ouvrez la main, c'est des sections de tendons, c'est des opérations chirurgicales, c'est un arrêt de travail de 6 mois, vous pourrez plus faire de sport et vous aurez du mal à vous palucher, croyez-moi, avec une attelle dans la main. Alors mon grand conseil, il est le suivant. Soyez inspirés pour les sportifs, pour ce qu'ils ont à dégager et ils sont très inspirants. Est-ce que ce sont les meilleurs pour donner des conseils santé? Non, pas forcément, mais tant que ça vous fait pas de mal, moi c'est ok pour ça. Est-ce qu'on a le droit de les remettre en question en tant que professionnel de santé? Oui, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire de les descendre du piédestal sur lequel on les a mis, juste pour dire il y a juste ce point-là qu'on pourrait optimiser. Pas le critiquer parce que ça sert à rien, mais juste de dire ok, Georges, merci. Dites-moi votre avis en commentaire. Et puis, si jamais un jour cette vidéo arrive à Georges St-Pierre, merci de m'inspirer. Allez, ciao.